On accueille Sheila Nouri et notre deuxième invitée, Shirin Ardakani. Bonsoir à toutes les deux. Merci toutes les deux d'être là. Shirin Ardakani qui est vous représentez l'Iran. Gisèle, vous aviez dédié cette journée internationale de la femme à ces trois prénoms. Gisèle, c'est pour Gisèle Pelicot et Gina, c'est pour Masha Amini. Oui, tout à fait. Et plus largement pour toutes les femmes qui meurent des lois qui infériorisent les femmes sous les coups d'un mari, d'un frère et de la loi de l'État. Pour Gina Mahsa Amini, je rappelle donc cette jeune femme de 21 ans qui est morte pour un voile mal porté, mais qui en réalité est morte parce qu'elle a refusé de se soumettre à une loi sous les coups de la police des mœurs religieuses. Et on voit que toutes les femmes sont unies partout dans le monde avec cette idée qu'elles se battent contre des États qui souhaitent les dominer. Alors, je ne vous ai pas présenté tout à fait. Vous êtes avocate, ça fait partie, bien sûr, de votre présentation, avocate franco-iranienne, présidente de l'association Iran Justice, avocate notamment de la famille de Narges Mohammadi, qu'on a aperçu dans le reportage, militante féministe incarcérée, prix Nobel de la paix en 2023. D'abord, avant de vous poser des questions sur le reste, est-ce que vous avez des nouvelles de Narges ? Oui, on a des nouvelles de Narges Mohammadi qui est déterminée dans son combat. On a vu à l'écran tout à l'heure le message qu'elle a adressé pour la journée de lutte pour les droits des femmes. Narges Mohammadi le dit, en réalité, les femmes iraniennes et afghanes et plus largement dans le monde sont inarrêtables parce que le mur de la peur est tombé dans leur tête et en définitive, qu'elles se trouvent de ce côté-là ou de l'autre de la prison politique, eh bien, son combat sera mené jusqu'au bout. C'est le mouvement de libération des femmes plus largement contre les dictateurs. Elle témoigne sans foulard, encore une fois, elle défie les mollahs et elle dit que si le régime survit à la guerre, il ne survivra pas face aux femmes. À la résistance organisée des femmes, tout à fait, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une menace effectivement qui est mondiale à l'encontre des femmes, des Iraniennes, des Afghanes plus largement, qui sont dominées, on en dira peut-être tout à l'heure quelques mots, par l'apartheid de genre, c'est-à-dire ce système légal organisé qui leur impose une oppression parce qu'elles ne sont pas du bon sexe, qui s'étend d'ailleurs à toutes les personnes qui sont minorisées, pas que les femmes. D'ailleurs, les communautés LGBT sont aussi traquées en Iran. Je rappelle que l'homosexualité est criminalisée, passible de la peine de mort. Et donc, effectivement, Narges Mohammadi, comme d'autres le disent, les femmes se dressent et c'est une riposte aujourd'hui qui est à la fois féministe, mais aussi démocratique. L'apartheid de genre, c'est aussi ce que dénonce l'ONU. Rebonsoir Sheila Nouri, présidente et cofondatrice de l'association afghane de France. On va voir des images que vous nous avez confiées. Vous allez pouvoir peut-être nous les commenter. Ce sont bien sûr des images qui sont en lien avec votre association. On y voit donc ces femmes entièrement recouvertes de burqa. C'est en Afghanistan. Oui, ce sont des photos, parce qu'avec Afghanes de France, nous faisons de l'humanitaire, nous apportons de l'aide alimentaire aux femmes isolées avec enfants. Donc, elles sont obligées d'être avec leur burqa. Certaines, quand même, vous pouvez voir sur les photos, arrivent quand même avec des voiles. Ce sont elles qui sont quelque part militantes. Et dans ce lot de femmes, il y en a beaucoup qui ont besoin de parler. Quand il y a eu la loi des talibans qui disent interdiction aux femmes de se parler, c'est là où moi je suis sortie de mon droit de réserve. Non, vous ne pouvez pas interdire aux femmes de parler. Parce qu'une femme qui vit dans la détresse totale a besoin de parler quand elle vient chercher des produits alimentaires. Les interdictions sont-elles en Afghanistan où l'enfer c'est toute l'année là-bas? On a entendu aussi donc la coupure de la radio qui a coupé la voix des femmes, interdiction d'être aux fenêtres. Est-ce qu'il y a Elles ont encore un seul droit sur cette... Elles ont quand même le droit de respirer pour l'instant, par leurs propres moyens. Elles ont quand même le droit d'aller encore sur Internet, bien que les prix ont explosé. Donc pour l'instant, les seules libertés, quelque part, on va dire, ce sont ces deux-là. Parce que les autres, si on commence à les réénumérer, interdiction d'étudier, interdiction de travailler... Oui, c'est plus court de dire... C'est plus court, en fait. Oui, la liste est tellement longue qu'en fait, qu'est-ce qui reste? Il reste quasiment plus grand-chose. Alors vous aviez 2 ans quand vous avez quitté l'Afghanistan, c'était en 1980 après l'invasion soviétique. Aujourd'hui, on vit une invasion russe en Ukraine. Bien sûr, c'est un fait d'actualité qui a beaucoup occupé les médias. À votre sens, ça a aussi éclipsé un peu le dossier afghan? Ça a totalement éclipsé le dossier afghan. Mais bien avant l'Ukraine, il y a eu le pogrom en Israël qui a complètement... Mais le malheur de l'Afghanistan, c'est qu'il y a toujours une actualité beaucoup plus chargée qui vient complètement faire disparaître. C'est pour ça que depuis 3 ans et demi, on est arrivé au point de non-retour pour les femmes afghanes. C'est là où on parle de l'apartheid de genre.
Et j'ai envie de dire, c'est même pas de l'apartheid de genre, c'est vraiment un féminicide au vu de tout le monde. Ça veut dire que l'Occident tourne le dos à l'Afghanistan? Ah, mais totalement. Et là, l'Afghanistan est complètement refermé. Vous pouvez voir qu'il y a plus d'images de journalistes qui y vont. Heureusement qu'ils arrivent à quand même y aller. Mais c'est complètement, il y a une répression totale au niveau des journalistes. Ils ne peuvent plus y aller, filmer. Ils peuvent venir avec des témoignages écrits, mais vous ne voyez plus de vidéos. Make Humans Great Again, ça, ce qu'a écrit Banksy, bien sûr, célèbre pour ses phrases et ses dessins, rendre les humains plus grands encore. En référence, bien sûr, aux États-Unis. Les États-Unis qui, on en parlait hier, ont coupé bon nombre de ressources aux ONG, dont celles qui luttent pour... Là, Trump a fermé les robinets pendant 3 mois aux talibans pour voir où allaient les 40 millions par semaine que quand même il versait à ces talibans. Donc, à un moment donné, on se pose la question déjà pourquoi il versait ce montant-là tous les mois depuis 3 ans et demi. Donc, couper les vannes, il faut savoir qu'actuellement, il y a à l'intérieur, c'est en train d'imploser. Les talibans, la Cour pénale internationale, est-ce qu'elle peut encore agir face à tous les dossiers qui sont sur sa table, face aux dirigeants talibans? Non, les talibans, ils n'ont plus aucun... l'Occident n'a plus aucun moyen de pression sur les talibans. Ils sont devenus complètement indépendants. Ils ne reconnaissent même plus à Trump, désormais. Ils l'ont dit officiellement. Ils ne reconnaissent même plus ce fameux traité. Ils vivent en autarcie. Ils font ce qu'ils veulent avec les femmes depuis 3 ans et demi. Quasiment plus personne n'en parle. Enfin, on en parle, on s'indigne, puis on n'en parle plus. Ce qui fait que depuis 3 ans et demi, la femme, désormais, voilà ce qu'on disait, elles peuvent désormais... L'unique droit qu'elles ont, c'est pouvoir respirer par elles-mêmes et pouvoir aller surfer de temps en temps, mais en dehors de ça, qu'ont-elles le droit? On va regarder une image ensemble. Elle vient de Paris. Peut-être que vous l'avez vue en arrivant ici. La Tour Eiffel qui fait un clin d'œil aux femmes afghanes, plus qu'un clin d'œil. Clin d'œil, c'est écrit, je ne sais pas si on arrive à lire, écrit en arabe et en français, SOS, Afghan Women, SOS pour les femmes afghanes. Merci pour elles. Merci pour elles, mais elles ne verront pas cette image. Elles ne verront pas. Mais c'est à nous, nous sommes leur porte-voix, leur porte-parole. Donc on va leur transmettre. Vous inquiétez pas qu'elles voient les images. Dès qu'il y a une loi qui sort en France, par exemple là, l'apartheid de genre, directement vous avez les Afghanes qui nous interpellent. On leur dit non, l'apartheid de genre, je suis tout à fait d'accord. Je le dis et redis, je n'applaudis qu'à une seule main parce que ça n'a pas de conséquences sur les demandes de visa asile. Chirine Ardakani, vous êtes née en France. Votre maman n'a pas voulu élever ses enfants en Iran. Mais forcément, l'Iran, ça sera votre combat toute votre vie. Alors oui, c'est mon combat parce que je crois que c'est un combat pour toutes les femmes. Il faut se sentir concerné, c'est pas uniquement. D'ailleurs, parce que je suis iranienne, je crois que j'ai été évidemment bouleversée quand j'ai vu les images de Jina Mahsa Amini parce que c'est l'interrogation essentielle. Pourquoi des femmes meurent d'être femmes? On le dit et on l'a vu dans les pancartes cet après-midi. On ne naît pas femme, on en meurt dans tous les endroits du monde. Et donc évidemment qu'il y a cette émotion, mais je crois que se battre pour les droits des femmes, c'est pas une affaire d'émotion, c'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire rationnelle. Et aujourd'hui, le droit des femmes à revendiquer leur existence légitime, en égal, en dignité, je crois que c'est une affaire évidemment de tous. Et ça nous permet, en voyant le sort des Iraniennes et des Afghanes, de se dire que tout le temps, les femmes ont arraché leur conquête. Et que, évidemment, qu'aujourd'hui, en France, on se réjouit du fait qu'il y ait une égalité dans les textes qui n'existent pas en Iran et en Afghanistan. Mais on voit aussi que les inégalités persistent et que c'est un combat de chaque jour. Je l'ai dit en introduction, vous l'avez dit, on a Gisèle Pellicot aujourd'hui, et c'est parce qu'il y a eu des Gisèle Halimi avant qu'on a pu arracher ces conquêtes-là. Donc évidemment, l'avocate que je suis, la militante des droits des femmes que je suis, a évidemment été émue du sort des Iraniennes, mais je crois que je suis au bon endroit avec ce combat. Sur votre réseau social X, on peut lire « Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles ». Ça résume ce que vous venez de dire ? Oui, je crois, parce que en fait, le trait commun aujourd'hui entre le régime des talibans, les envolées messianiques du vice-président Vance qui a dit aux États-Unis il y a quelques jours nous avons pris le pouvoir et puis nous reviendrons sur l'IVG avec l'aide de Dieu. Qu'est-ce que c'est le point commun entre toutes ces personnes aujourd'hui? C'est évidemment la loi misogyne, c'est une haine des femmes, et puis c'est aussi l'instrumentalisation du fait religieux, parce que
que ce n'est pas que les islamistes aujourd'hui le problème dans le monde. Il y a évidemment ceux de la loi des talibans, il y a les ayatollahs iraniens, mais il y a aussi les intégrismes religieux qui frappent partout dans le monde. Au nom des fondamentalismes religieux, à Jérusalem, par exemple, on empêche les femmes d'aller dans certaines rues, dans certains quartiers. C'est au nom de l'orthodoxie, par exemple, russe, que le patriarche en Russie va renvoyer les femmes au foyer. Donc je crois que c'est tout ça qu'il faut interroger. Et le cas des Iraniennes et des Afghanes nous alerte sur ça. Le parti clérical organisé n'est jamais l'allié des femmes. Vous étiez toutes les deux à la manifestation parisienne, je crois. Dans les revendications, il y a un accueil inconditionnel des femmes persécutées. Quand on est afghane, est-ce qu'on est automatiquement bien accueilli en France ? Non, alors là, j'aimerais bien recadrer tout le monde parce qu'on a l'impression que toutes les Afghanes arrivent grâce à cette reconnaissance d'apartheid de genre. Du tout. C'est pour ça que je disais, cet apartheid de genre doit avoir une conséquence sur les demandes de visa d'asile. Parce que les femmes, en général, les femmes afghanes qui arrivent sur le sol français, elles ont quasiment automatiquement, sauf si elles ont une histoire abracadabrante, ont le statut de réfugié politique. Là, j'aimerais vraiment que cette reconnaissance d'apartheid de genre ait un impact sur les demandes de visa d'asile pour toutes les activistes. Je suis d'accord, je le dis et redis toujours, on ne peut pas faire sortir toutes les femmes. D'ailleurs, elles ne veulent pas toutes sortir. Il y a une partie qui est quand même, malheureusement, comme aux États-Unis, pro-Trump et là, pro-Taliban. Il faut être honnête. Par contre, faire en sorte qu'il y a beaucoup d'activistes, même des journalistes femmes ou d'avocates qui sont toujours bloquées soit en Afghanistan, soit en Iran, soit au Pakistan. L'ambassade reste muette par rapport à leur demande de visa d'asile. Et là, je demande au gouvernement français, à Emmanuel Macron, de mettre en place une cellule de crise et d'étudier en profondeur ces demandes de visa d'asile de ces femmes, parce que c'est faisable. On ne peut pas dire on reconnaît cet apartheid de genre et faire la moue et de dire en fait, voilà. On fait notre com et puis les femmes afghanes sont sauvées. Elles ne sont pas sauvées du tout. Il y a aussi celles qui sont enfermées dans la terrible prison divine où se trouve Narguez. Bien sûr, les prisonnières politiques, mais un mot peut-être sur ce que nous appelons de nos voeux dans la manifestation. On avait plusieurs revendications tout à l'heure. La première, c'est d'appeler à une diplomatie féministe. Oui, alors c'est la question que je voulais vous poser. Ça veut dire quoi une diplomatie féministe ? Une diplomatie féministe, c'est pas du tout un vœu pieux d'utopiste, parce que souvent on présente les mouvements féministes comme étant de grandes idéalistes. C'est dire qu'aujourd'hui, on peut aussi, au plan international, revoir en fait nos alliances en fonction d'un critère qui est très simple. Nos alliés dans les relations bilatérales sont ceux qui respectent le droit des femmes, et à l'inverse, ceux qui ne les respectent pas ne sont pas nos alliés. Donc on ne peut pas être ami avec un pays qui traite mal ses mais ça me semble en fait être la base de ce que la France promeut comme valeur. La France promeut plein les droits de l'homme et elle serre la main de beaucoup de gens qui ne les respectent pas. Oui, les droits humains, pour commencer par exemple, ça s'appelle de la diplomatie, justement. Nous battons précis. Ouais, mais moi je crois qu'il n'y a pas que le rapport de force, parce qu'aujourd'hui il est faux de dire que la réelle politique serait quelque chose qui a fonctionné. La guerre fait rage dans tous les continents, et c'est précisément cette loi du plus fort qui du plus fort d'ailleurs de la prédation, parfois qui est de la prédation économique, qui est de la prédation dans le rapport justement militaire au monde. Et ce que disent aujourd'hui les mouvements féministes, c'est qu'il faut remplacer la loi du plus fort par la force du droit. Et c'est pour ça que les mouvements d'ailleurs démocratiques aujourd'hui viennent du quartier des femmes, parce que je crois que ce sont des valeurs qui sont des valeurs dont on pourrait s'inspirer et qui sont les moteurs aussi d'un nouvel ordre mondial, à supposer qu'on le souhaite. Je reviens aussi sur la situation de Narguez Mahmoudi. Est-ce qu'elle a une chance de sortir de cette terrible prison d'Evin? On voit son comportement, elle fait des vidéos sans foulard, elle provoque les mollahs. Est-ce que ça la sert ou c'est ça la dessert? Parce que forcément, si elle publie ces vidéos, c'est pour qu'elles soient diffusées, ce que l'on fait sur les antennes ici. Est-ce que ça lui sert ou est-ce que ça la dessert? Vous savez, Narguez Mohammadi, elle reprend souvent les mots de Pakchan Azizi et de Variché Moradi, qui sont deux militantes qui sont condamnées à mort. Elles disent, nous, on craint ni la prison politique aujourd'hui, ni la mort. C'est ça l'état d'esprit des femmes iraniennes. Ce qu'elles disent, c'est la mentalité de servitude qui est la nôtre, c'est brisée. Et donc, en réalité, on n'a pas peur de nos bourreaux. Et alors, effectivement, elles s'exposent à des représailles. Pour chaque prise de parole dans les médias, c'est une nouvelle condamnation par les tribunaux révolutionnaires qui
sont aussi des tribunaux ecclésiastiques en Iran qui exécutent, parce que la peine de mort est encore pratiquée en Iran, plus de 1000 exécutions sur l'année passée. Donc ces femmes, elles prennent ces risques-là, mais elles les prennent pour des bonnes raisons. Et c'est la pression internationale qui a aussi permis à Narges Mohammadi d'engager un rapport de force pour lui permettre aussi de continuer ce combat. Chez la Nouri, en Afghanistan, bien sûr, les femmes meurent aussi sous les coups, sous les lapidations, sur les tortures, mais elles meurent aussi parce qu'elles se suicident. Les filles aussi. Elles se suicident, mais il n'y a pas que la dernière loi que ces talibans ont mis en place dernièrement, enfin il y a quelques mois de ça, c'est le fait d'interdire les écoles privées d'infirmières et de sages-femmes. Donc là, j'en reviens surtout parce que moi je suis maman, c'est qu'une femme enceinte qui ne peut pas accoucher par voie basse, eh bien, on la laisse mourir avec son bébé. Et ça fait réagir le monde très peu. Je n'ai pas compris. C'est là où j'attendais vraiment les féministes au tournant. Je ne les ai pas vues. Je suis désolée. Donc, je dis toujours, les vraies féministes sont les Iraniennes, les Afghanes, et toutes celles qui sont partout dans le monde. Parce que c'est vrai que là, la répression contre les femmes, ce n'est pas que dans nos pays. Ça a commencé dans nos pays. Ça a commencé par l'Afghanistan. Ça s'est propagé en Afghanistan. Moins on en parlera, et plus ça se propagera. C'est tout. Eh bien, on leur dédie